Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Mystère pour suivre à nouveau ensemble des histoires toujours aussi troublantes, parfois même d'ailleurs plus troublantes qu'à l'accoutumée. Certaines de ces histoires sont arrivées à des gens comme vous et moi, pourraient toujours vous arriver, même si elles sont exceptionnelles, alors que d'autres mettent en scène des personnages hors du commun, comme on en rencontre très très peu. Mais avant d'entrer dans le détail, avant de pénétrer ces univers parallèles, tout de suite en image un aperçu de ce que nous allons voir ce soir. Le cauchemar de Guylaine Bernaudin. De quel sortilège est-elle victime? Comment échapper à l'envoûtement? L'univers violent de la sorcellerie de nos jours au cœur de Paris. Stigmate, bilocation, prédiction, plus que tout autre, Sœur Yvonne Aimée aura été l'objet d'une multitude de phénomènes extraordinaires, comme on en a peu vu dans l'histoire des grands mystiques. La vie après la mort. 2 ans après sa disparition, à l'âge de 26 ans, Andrea Sardos Albertini entre en contact avec son père. La preuve pour beaucoup de la survie après la mort. La question que je posais avant ce film, et si on nous cachait des choses? Et si on ne nous disait pas tout? Christiane Brichambault, vous avez fait partie de la première équipe du GEPAN, le groupement d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, émanation d'un organisme public, le CNES, tout ça sous le contrôle, bien sûr, du pouvoir politique. Est-ce que vous, quand vous étiez au GEPAN, vous avez eu à connaître de dossiers d'OVNI dont les autorités vous ont dit motus et bouche cousue? Non. On n'en parle pas. Non, mais il y a quand même une chose... Il y a simplement une coïncidence curieuse, si vous voulez. C'est à partir du moment où il y a eu l'affaire de Trans-en-Provence qu'il y a eu l'étude qui a été publiée, oui. Qu'il a fallu 1 an ensuite pour que le comité scientifique du GEPAN et le GEPAN disparaissent. Ah, ils ne sont plus convoqués. C'est tout ce que je peux dire. Vous notez une coïncidence, alors, entre la disparition du GEPAN, oui. C'est une coïncidence, dans le temps. L'affaire de Trans-en-Provence, c'est l'affaire de Trans-en-Provence. Les téléspectateurs de Mystère la connaissent bien. Oui, mais justement, bon. Alors, on a pu entendu parler ensuite, malgré les réclamations des divers membres qui se demandaient ce qui se passait, pendant 6 ans, jusqu'au mois d'avril de cette année. Dans le fond, s'ils existent, parce que là c'était un accident, Roswell, il n'était pas dans l'intention des extraterrestres de se casser la figure. Ah ben, alors, vous partez déjà de l'hypothèse que ce sont des extraterrestres. Non mais si les extraterrestres existent, et c'est une probabilité non nulle en termes de physique, en termes d'astronomie, mais ils n'ont qu'à se montrer une fois pour toutes. Ça serait tellement plus simple. Là, on entre effectivement dans le domaine de l'hypothèse. Je pense que vous alliez un petit peu vite en disant ces extraterrestres qui sont tombés à Roswell, parce que c'est une interprétation possible. Disons un cas en lui-même, je n'en parlerai pas moi, parce que je ne connais pas ce dossier en détail. Donc un cas n'est pas vraiment par lui-même probant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est un ensemble de cas, là où on peut commencer à faire de la science, à faire de la statistique, et il est certain que dans les dossiers qui a étudié le GEPAN, qui étudie maintenant le CEPRA, il y a des cas qui, pour le moment, résistent à l'analyse, c'est-à-dire qu'on ne sait pas expliquer. Donc c'est très intéressant. Oui. Donc l'hypothèse extraterrestre est une hypothèse qu'on ne peut pas rejeter. Qui n'est pas irrationnelle. Alors là, je vais répondre vraiment à votre question. Oui. Effectivement, cette hypothèse n'est pas irrationnelle. Et si des gens étaient capables de venir nous voir et de se déplacer, comme certains témoins racontent avoir vu des objets se déplacer. Alors, qu'est-ce qui se passe si on se pose, si mettons, je suis un extraterrestre et je vais me poser place de la Concorde et puis je dis, voilà, coucou, c'est nous, vous êtes obligés de nous reconnaître. Ça fait une grosse panique, surtout il y a 20 ou 30 ans. C'est une catastrophe, en fait, pour l'humanité, parce que les scientifiques, les premiers, seraient, je dirais, réduits au chômage, ce qui n'est pas très grave en soi, mais la science terrestre serait décapitée. On n'aurait plus qu'à poser des questions. S'il vous plaît, monsieur, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc ça serait un choc culturel qui, avec les meilleures intentions du monde, détruirait notre civilisation. Donc si on admet des gens qui sont non seulement plus avancés que nous techniquement, mais qui sont un peu civilisés, donc qui ne cherchent pas à nous détruire, et sans leur prêter des sentiments angéliques, s'ils sont simplement des scientifiques qui viennent explorer. Un bon scientifique, il ne va pas commencer par détruire ce qu'il veut observer. Si je veux étudier une fourmilière, je ne vais pas commencer par donner un grand coup de pied dedans et puis regarder ce qui se passe. Je vais essayer de l'étudier sans la perturber. Donc si je veux étudier une civilisation extraterrestre moins avancée, je vais essayer de ne pas me montrer.
ou de me montrer très très peu, de faire petit à petit prendre conscience aux gens que peut-être il existe d'autres gens. Donc je ne dis pas que cette chose est vraie, mais c'est une hypothèse logique qui tient la route, disons. En tout cas, comme scientifique, et je renvoie les téléspectateurs à votre merveilleux petit bouquin que vous avez écrit d'ailleurs en collaboration, qui s'appelle La vie extraterrestre, chez Larousse. Comme scientifique, ça vous chiffonne pas du tout l'hypothèse des extraterrestres. Je vous trouve plus hardi dans votre livre que sur le plateau de Mystère. Non, attention, je dis ça ne me chiffonne pas du tout, c'est une hypothèse qui tient la route. Je dis ce serait un peu trop rapide de dire on est certain qu'il y a des vaisseaux extraterrestres sur Terre. Ça, je ne l'ai pas dit, je ne le dirais pas, ce ne serait pas scientifique actuellement. Mais pour les astrophysiciens d'ailleurs, la probabilité que hors du système solaire il y ait des planètes propices au développement de la vie et par conséquent d'une vie intelligente est une probabilité très très forte. Ah, très forte, oui. Il est très difficile de donner des chiffres parce qu'encore une fois, on n'a pas encore d'expérience absolue. On ne connaît d'autres planètes que celles de notre système solaire, à part un cas qui est très spécial de 2 planètes autour d'un pulsar, qui est une étoile tellement extraordinaire que ce n'est sans doute pas un endroit propice à la vie, mais on a de plus en plus de présomptions, mais très fortes. Donc je dirais que scientifiquement, la majorité des astronomes comme des biologistes ont la quasi-certitude qu'il doit y avoir d'une part beaucoup de planètes propices à la vie dans l'univers et qu'il doit y avoir beaucoup de planètes habitées, qu'il doit y avoir des civilisations comme la nôtre ou supérieures à la nôtre. Donc il n'y a pas de certitude, encore une fois, au sens scientifique de dire on en a la preuve, et on l'aura peut-être dans les quelques prochaines années, entre autres avec les programmes de recherche sur le SETI, ou peut-être avec l'étude de phénomènes ovnis. Le SETI, c'est l'écoute du cosmos. Le SETI, c'est l'écoute. Mais comme je l'ai dit une fois, il ne faut pas se limiter à l'écoute, c'est très important, il faut le faire, le programme SETI. En même temps, j'ai employé une fois cette image, ce serait quand même un petit peu stupide d'être là à tendre l'oreille en disant oh là là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous parle? Et puis pendant ce temps, vous avez un petit humanoïde qui vous tape sur l'épaule, il vous dit non, je ne veux surtout pas me retourner parce qu'il ne peut pas exister. Enfin, moi, je propose quand même qu'on regarde. Pour y aller voir, et un jour la technologie humaine permettra peut-être d'y aller voir, il y aura quand même un problème, c'est la durée du voyage. Absolument. Et ça, effectivement, il ne faut pas rêver, enfin, en tout cas personnellement, je ne rêve absolument pas de vitesse supraluminique comme on en voit en science-fiction, donc il faudra toujours des temps très longs, se chiffrant en siècles, pour aller d'une étoile à l'autre. Ce qui veut dire que si on est raisonnablement pessimiste, c'est-à-dire si on ne pense pas à l'hibernation ou à des procédés comme ça, il faudra des voyages sans retour, où les gens partiront et puis leurs arrière-petits-enfants débarqueront. Ce n'est pas du tout impensable. On le fera peut-être, je pense que nous le ferons, et donc le voyage dans les étoiles est possible et concevable. Ce qui suppose, pour reprendre votre expression, une colonisation de l'espace par l'homme très très aboutie, avec des bases de vie où il y aura des centaines de milliers de terriens qui passeront toute leur vie, qui ne reviendront plus sur Terre à ce moment-là. Absolument, oui. C'est raisonnable d'envisager ça. C'est tout à fait raisonnable de l'envisager. En tout cas, pas mal de gens l'ont imaginé. Le physicien américain O'Neill a fait tout un modèle de ville de l'espace, de grands cylindres, où pourraient vivre des centaines de milliers ou des millions de gens. Et on peut très bien concevoir des archipels de l'espace comme ça, qui un jour quitteraient le système solaire pour aller vers une autre étoile. Et alors, contrairement à ce que les gens disent parfois, ce ne serait pas du tout horrible, ce ne serait pas d'être dans un sous-marin nucléaire ou enfermé dans une petite boîte. Ce serait, vous seriez dans votre monde à vous, habituel, et puis simplement vous quitteriez le système solaire avec lequel les liens étaient devenus assez lâches, et on part vers une autre étoile. Puis on y mettrait le climat qu'on veut, quoi. Absolument, le paradis, quoi. Ça peut être paradisiaque. C'est peut-être un peu naïf de dire ça, mais j'y crois tout à fait. Eh ben, merci Jean-Claude Rive. Avec vous, au moins, on rêve et on voit l'avenir en rose. Tous les ans en France, comme ailleurs, des centaines et des centaines de personnes sont portées disparues. C'est en général la gendarmerie qui s'occupe de les rechercher, avec tous les moyens, bien sûr, qui sont à sa disposition, mais il arrive, hélas, que ces recherches, quelquefois, ne donnent aucun résultat. Alors il arrive fréquemment, et beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, que les gendarmes fassent appel alors à un radiesthésiste. Regardez. Depuis 4000 ans, l'homme se sert de cet objet étrange, le pendule. Instrument magique dans l'ancienne Égypte, il décidait l'emplacement des pyramides et des tombeaux. Comme la baguette de sourcier, le pendule fait appel à la radiesthésie, la science de ressentir les vibrations à distance. D'où vient ce pouvoir mystérieux? Ni le diable ni le bon Dieu ont rien à voir vraiment dans la radiesthésie. La radiesthésie, c'est tout simplement un être qui exploite cette science, qui est sensible à certaines ondes. Ces ondes sont-elles magnétiques, électromagnétiques, micromagnétiques? Ça, je ne le sais pas. D'ailleurs, des scientifiques qui m'ont fait faire des expériences disent que je suis parfois un médium.
Pour moi, le sommet, c'est de chercher des disparus. Je pense que dans la radiesthésie, c'est le sommet du métier. Bon, chercher des bagues ou des objets perdus, ça ne m'intéresse absolument pas. En 1982, dans le massif du Vercors, au cœur des gorges de la Bourne, la camionnette du foyer auberge de Saint-Égrève emmène 4 de ses pensionnaires en excursion. Les jeunes gens sont très excités à l'idée de visiter les grottes de Chorange. Pour Alain, qui est sourd et muet, cette sortie est une fête. Catherine, leur éducatrice, connaît bien le site et elle est heureuse de le leur faire découvrir. Ils attendaient cela depuis si longtemps. Je m'imagine un petit peu comme un radar. C'est un petit peu étrange de dire qu'on peut aller chercher quelqu'un à 10, 15, 20 000 kilomètres de là sans que cela pose des problèmes. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours. Bonjour, c'est le groupe. Vous voulez visiter la grotte? Ouais. Combien de personnes? On vous attend là. Attendez-nous là-bas, 5 personnes. Voilà, pour 5. L'entrée des grottes est située sous les imposantes falaises de Presles. Alain est étonné par ce site étrange. Là, on est passé sur la falaise, on a à peu près 250 mètres de roche maintenant, au-dessus de nous. Ça suit bien, pas de problème? On est à la base. Nous avons 2 rivières. Il ne soupçonnait pas l'existence d'un tel univers. Dans ce petit lac. Ça va, pas trop froid? Alain découvre avec émerveillement ce paysage souterrain et se laisse absorber par la féerie des grottes. Petite draperie qu'on voit là, c'est cette dentelle dont je parle. Vous la voyez? Vous avez une jolie colonne là sur le côté. Son premier contact avec un site sauvage lui fait oublier le reste du groupe. Mais Catherine est vigilante et elle le ramène auprès de ses camarades. À ce jour, j'ai recherché 1031 disparus, j'en ai retrouvé 214, j'ai 140 échecs que je me connais et 670 disparus qui sont des résultats en attente. J'appelle des résultats en attente des affaires comme Philippe de Dieuleveux, Arnaud de Rosenay. La promenade se termine. Il faut sortir de la grotte. Mais Alain n'a pas envie de s'arracher à ce monde de rêve. Pour retourner au parking, ils doivent suivre un chemin très escarpé. Et pour Florence, avec ses béquilles, ce n'est pas facile. Immédiatement, Catherine se précipite. Mais Alain, lui, ne se rend compte de rien. Perdu dans ses rêveries, il ne voit pas ses camarades et continue tout droit. Mais par là, c'est la montagne et tous ses dangers. Les torrents, les rochers, les précipices. À chaque pas, il s'éloigne un peu plus du groupe. Puis soudain, c'est la panique. Jamais de sa vie il ne s'est retrouvé seul, perdu, abandonné peut-être. Et où il est, Alain? Alain a peur, il n'entend rien. Et surtout, il ne peut pas crier au secours. Catherine est affolée de ne plus voir Alain. Elle revient sur ses pas. Où peut-il être? Elle est inquiète. Elle le sait si vulnérable. Il faut vite trouver de l'aide. Bonjour, vous êtes le directeur de la grotte? Oui. Vous avez un groupe de 5 personnes, ils sont démuets, donc je vais Moi je m'occupe de ce site depuis 25 ans, c'est aussi une partie de ma vie et chaque fois qu'il s'y passe quelque chose de dramatique, je me sens complètement responsable. Terrorisé, Alain se sent en danger. Il veut rejoindre les autres, mais il s'enfonce encore plus loin dans la forêt. Cette personne handicapée, on peut passer à côté et on a pu passer à côté à la limite 5-6 fois sans le voir, dès l'instant où il ne manifestait pas de bruit. Alain ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de plus en plus. Il est perdu dans ce dédale d'arbres et de rochers. La nuit commence à tomber. Les recherches vont être encore plus difficiles, presque impossibles.
Les pompiers et les gendarmes décident de continuer. Tout le monde se mobilise. On organise les premières battues. Alain marche depuis des heures. Il est à bout de force. Il a peur et seul dans la nuit, il n'arrive pas à continuer. À cause du brouillard, les secours ont beaucoup de mal à progresser. Continuer serait trop dangereux. Il faut arrêter. Le lendemain matin, les recherches reprennent. Tous les moyens sont mis en œuvre. Première lueur du jour, Alain est reparti. Et soudain, l'espoir. Il voit un hélicoptère. La deuxième nuit surprend les sauveteurs. On est quand même très épuisé, parce qu'on a recherché de partout. Et très inquiet parce qu'à partir de ce moment-là, on a plus le sentiment de rechercher un cadavre qu'une personne vivante. Il y a peu de chances qu'Alain soit vivant à ce moment-là. On va arrêter, il n'y voit rien là, ok. On a décidé d'interrompre les recherches et j'ai eu l'idée, en accord avec le directeur, de faire appel à un radiesthésiste qui pourrait peut-être nous aider. Une disparition ? Les grottes de Chouranche. Oui, je dois avoir une carte de ce secteur. Quand est-ce qu'il a disparu? Écoutez, je vais essayer de faire une recherche sans photo. Je vous dirai ce que j'entends si je trouve d'abord, si j'ai une réaction de vie. Quand je suis en condition de travail, je peux passer de l'état, disons, normal à une période d'intensité de travail importante en quelques secondes. Je ne rentre pas en transe. Je suis seulement concentré sur ce que je vais faire. Et je travaille en me concentrant, disons, d'une manière peut-être particulière ce soir-là, parce que je n'avais rien pour travailler. Mais il fallait que je sente une présence humaine. Et maintenant, tout est entre les mains de Jean-Louis Crozier. Seul, avec une carte et son pendule, il va tenter le soir même de retrouver Alain, qui est à 200 km de là. Très vite, le pendule réagit. Jean-Louis Crozier perçoit un écho. Comment être sûr? Et puis la question la plus importante, Alain est-il vivant? Il y a quelque chose en moi qui se produit que je passe dans un état second. On a envie de sentir le disparu, de le saisir, en somme, de dire, on a presque envie de le guider d'une certaine manière. Le lendemain matin, pour l'aider dans ses recherches, le directeur du foyer d'Alain fait porter au radiesthésiste une photo du disparu. Alors voilà la photo, voilà les cartes. Le pendule réagit de nouveau et il indique le même emplacement que la veille. Va-t-on enfin retrouver Alain, qui a disparu depuis 2 jours et 2 nuits? Je ne sais pas, je ne connaissais pas le site de Chouranche.
Mais je pourrais dire, je crois que je pouvais presque le voir d'une certaine manière. Mon point était un point très précis. Sans photo, j'avais trouvé ce point. Avec la photo, je trouve ce point. Je dis, il n'y a pas d'autre endroit possible pour moi où il puisse se trouver. Au pied de la falaise, entre les deux ruisseaux. Je vous tiens au courant, monsieur Condier, et je vous remercie. Immédiatement, les secours suivent les indications de Jean-Louis Crozier et se rendent dans le périmètre qu'il leur a indiqué. Un endroit très difficilement accessible qu'ils n'avaient pas exploré. Alain est vivant, affaibli mais vivant. Et c'est exactement à l'endroit indiqué par le pendule qu'on l'a retrouvé. Si vous êtes contre la radiesthésie, vous ne pouvez pas nier de toute façon le phénomène et dire bon ben ça a marché. Et alors le hasard, bon pour un peu je veux bien, mais là en l'occurrence avec tous ces événements et tous ces éléments que donne le radiesthésiste, il n'y a plus du hasard. Bon, qu'est-ce qu'il y a, j'en sais rien, mais il y a un résultat. Le disparu a été retrouvé à l'endroit que j'avais indiqué. Je crois que la chance, c'est peut-être une façon de voir les choses, mais surtout, je crois qu'il faut avoir envie de chercher les disparus, il faut avoir envie de s'occuper des autres. Parce que pour être un bon radiesthésiste, si on n'aime pas les autres, on ne peut pas vraiment les chercher avec la passion, le désir de vouloir les sauver quand il y a un risque, quand il y a un danger. Quelle force mystérieuse a permis à Jean-Louis Crozier d'entrer en contact avec Alain? Comment expliquer qu'à 200 km de distance, grâce à cet objet étrange, il ait pu déterminer l'endroit précis où se trouvait le disparu? Voilà, cette émission de mystère est terminée, mais ne nous quittez pas tout de suite, j'ai quelques petites informations pratiques à vous donner. D'abord, ceux d'entre vous qui désirent assister à l'émission Mystère, je les renvoie au 3615 code TF1. Et puis, ceux ou celles qui auraient à nous communiquer des histoires extraordinaires, alors là, ils peuvent l'adresser à l'adresse qui apparaît d'ailleurs sur votre téléviseur, boîte postale 2008 92 518 Boulogne-Cedex. Enfin, faites bien attention. Peut-être vous souvenez-vous l'année dernière d'une opération qui s'appelait Pièce jaune soleil. Eh bien, TF1, cette année encore, s'associe à cette campagne. De quoi s'agit-il ? Il vous est demandé de rassembler toutes vos pièces jaunes qui ne servent pas à grand-chose, les pièces de 10 centimes, de 20 centimes, de 5 centimes aussi. Vous les rassemblez et à partir du 25 janvier jusqu'au 30 janvier, vous allez les porter à votre poste. Toutes ces pièces seront rassemblées et cet argent, l'argent ainsi réuni, servira à améliorer l'accueil et l'environnement des enfants dans les hôpitaux de France. Beaucoup de petites pièces jaunes, ça peut faire beaucoup d'argent. L'année dernière, TF1 s'était également associé à cette opération. Ça avait quand même rapporté 6 millions. Alors, rassemblez vos pièces jaunes. Mystère vous dit bonsoir et on se retrouve naturellement dans un mois pour une autre émission.